CPAM, la seule radio ethnique d'expression française en Amérique du Nord, est à Montréal. – 16h33 avec nous, cette fois-ci, la présidente de la CSN, Caroline Senneville. Bon après-midi, Madame Senneville. Bonjour à vous. Ça va bien? Oui, oui. Et bonne année, Madame Senneville. Ah, merci à vous et vos auditeurs également. Oui, j'espère que vous allez passer les 5 prochaines années vraiment en éveil et puis avec le souvenir de ces négociations menées de main de maître, n'est-ce pas? Ben, en tout cas, on a eu un temps des fêtes occupé, je peux vous dire ça. Il reste encore, nos assemblées générales doivent se prononcer sur l'entente de principe. Ça se terminera le 20 février. Donc, à ce moment-là, effectivement, on pourra se dire si tout va bien, mission accomplie. Alors, la CSN reste un syndicat vraiment d'avant-garde au Québec. Est-ce que vous estimez que ces négociations ont été particulièrement difficiles? Parce que moi, j'en ai vu de ces négociations. J'ai pas vu des chefs syndicaux emprisonnés, par exemple. J'ai pas vu ça. Mais je sais que c'est un syndicat très militant au Québec. Est-ce que vous n'estimez pas que ces dernières années, on avait perdu du mordant et qu'on a tendance à retrouver ce mordant-là par ces négociations qu'on vient de vivre? Ben, il y a quand même eu des luttes syndicales avant, mais c'est sûr que celle-ci, elle est particulière. On est allé chercher des mandats de grève à 95%. Les gens étaient très mobilisés et on a eu aussi tout le long de la négociation et tout le long des grèves l'appui de la population. Moi, je suis allée sur beaucoup de lignes de piquetage dans toutes les régions du Québec. Puis les gens vraiment nous saluaient. Il y a des gens qui nous apportaient du café sur les lignes de piquetage. Donc, vraiment, on a senti cet appui-là. Malheureusement, c'est peut-être dû au fait que l'état des services publics est tellement critique que les gens comprenaient bien qu'on se battait pour l'avenir des services publics, pour la qualité des services publics. Et malheureusement, ils s'en sont rendus compte parce que la situation, comme je le disais, était très critique. Mais avouons que l'argument de l'autre côté qui était servi, c'est-à-dire la capacité limitée de payer du peuple québécois, pouvait laisser plus d'un sceptique dans le sens de nous dire, oui, mais en bout de ligne, c'est nous, les contribuables, qui allons payer ça. Oui, mais c'est aussi les contribuables ou la population en général qui paie quand il y a une pénurie de main-d'œuvre et qu'on a de la difficulté à donner des services, soit en éducation, soit dans les services sociaux ou en santé. Les gens savent que dans les services publics, on travaille très fort et qu'on travaille pour eux. Et ils voyaient le personnel quitter beaucoup les services publics. Donc, il y avait, je pense, un partage du fait que la situation était critique. Puis vous savez, tout le monde paye le salaire de tout le monde. Quand vous allez vous faire couper les cheveux, ben vous payez le salaire de la coiffeuse. Quand vous vous achetez une voiture, ben vous payez le salaire des personnes qui l'ont construite. Et ben, je donne un exemple, là, mais il y a des gens qui ont eu des bonus de 10 000 là, dans l'industrie de l'automobile quand ils ont fait leur grève. Parce que nous, ça n'ira pas jusque-là, là. Mais donc, il y a quand même... même si c'est une contribution des contribuables, la contrepartie, c'est la qualité des services. Et puis, le gouvernement a peut-être fait des choix questionnables en donnant beaucoup de baisses d'impôts et en donnant des chèques pour faire face à l'inflation à des personnes qui pouvaient gagner jusqu'à 100 000 $ par année. Les gens avaient besoin d'une aide. Mais peut-être que cette aide-là aurait pu être mieux ciblée, mieux organisée. Tout à l'heure, j'ai parlé à votre premier vice-président
François Hainaut, qui a dit que toutes les étoiles semblaient alignées pour avoir des résultats extraordinaires. En parlant du comportement du gouvernement, vous avez beaucoup utilisé les gaspillages qu'on a vus au Québec, alors que il y a dans la fonction publique des besoins criants. Il y avait encore des besoins criants. Il y a encore aujourd'hui des besoins criants. Et je pense que ça a gardé la population de votre côté. Oui, c'est l'analyse qu'on en fait également. Puis vous savez, cette négociation-là, c'est juste la première manche. Maintenant que, en tout cas, on verra selon le résultat des votes, là, mais si tout va bien, qu'on aura une convention collective pour nos gens, ben maintenant, sur le terrain, faudra faire en sorte que les services s'améliorent. Le gouvernement a mis de l'avant beaucoup de projets de loi très centralisateurs en santé, en éducation, beaucoup de brassage de structures, comme on dit. Faudra voir si ça apporte des résultats escomptés. Je vous dirais que de notre côté, on n'est pas trop sûr. Et la réclamation du gouvernement au cours des négociations, c'était sa revendication, donc, d'avoir les deux mains sur le volant et d'avoir le contrôle de la situation. Or, du côté syndical, on parlait de coopération, on parlait d'entente, n'est-ce pas, d'aller sur le terrain des vaches avec les gens qui travaillent justement sur ce terrain-là pour améliorer les choses, les besoins en santé, les besoins en éducation. Est-ce que vous avez l'impression que ce contrat-là va refléter ces besoins-là? Bien, on va le souhaiter. Puis vous savez, dans tout milieu de travail, que ce soit dans le secteur public, dans le secteur privé, dans des petites entreprises, dans des grandes entreprises, si on veut que ça fonctionne, il faut mettre les gens qui travaillent au jeu. Je pense que c'est quelque chose, en tout cas, qu'on devrait apprendre dans toutes les écoles de gestion. Et nous, on ne demande rien de mieux que de participer. Et la négociation est arrivée à un résultat parce que l'employeur a finalement entendu que quand il nous disait, par exemple, j'ai besoin de flexibilité, d'accord. Toi, tu veux de la flexibilité, puis tu la vois comme ça. Mais il y a peut-être d'autres moyens d'atteindre la flexibilité. Nous, on connaît ça, on est sur le terrain, on sait ce qui marche, on sait ce qui marche moins bien. Si toi, tu as un besoin de flexibilité, ben peut-être qu'on peut le faire autrement. Et peut-être que si nous, on te donne ça, ben toi, tu peux nous donner autre chose en échange. Et ça s'est passé seulement dans les dernières semaines de négociation où, dans les premiers mois, le gouvernement refusait de discuter de toute autre chose qui n'était pas amenée par lui. Quand on lui disait, ben nous, on a telle préoccupation, nous, on a tel besoin, il nous disait, ben ça fait pas partie de nos priorités, donc on n'en parle pas. Et ça, c'est jamais une attitude gagnante en négociation. Mais pourquoi doit-on avoir cette bataille comme quoi chacun tire dans la fonction publique, je dis encore une fois. Dans le privé, je peux comprendre, tire pour arriver à une négociation dans son côté, alors que au beau milieu se trouve le peuple, n'est-ce pas, les bénéficiaires qui ont besoin de services de qualité. Et si tout le monde se penchait sur les services de la population, les services auxquels la population a besoin, les élèves ont besoin, n'est-ce pas, est-ce qu'on n'arriverait pas plus facilement à une entente? Ben, vous posez là une excellente question. Je pense que ça prend un changement de mentalité. Nous, on a toujours dit que la négociation collective, c'est un moment privilégié pour apporter des solutions aux problèmes qui étaient rencontrés sur le terrain. Puis l'idée, c'est pas de gagner sur l'autre partie. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens soient respectés au travail et qu'ils puissent... En fait, ce que nos membres nous demandaient, c'est donnez-nous les moyens de donner les services qu'on veut rendre à la population. Donnez-nous les moyens de rendre de bons services. Donc, effectivement, je pense qu'il y a une certaine culture, une certaine histoire dont il faudrait peut-être se débarrasser un peu pour enlever l'aspect politique et se mettre rapidement au travail pour trouver des solutions. Par contre, au cours de ces négociations, la question a été soulevée
surtout en éducation, de reconnaître qu'il y a des besoins qui peuvent être prioritaires. Dans le cadre d'une négociation, on ne peut pas fermer l'école comme ça. C'est un service essentiel. Et si on en arrive à déterminer que l'école est un service essentiel, il faut s'attendre dans les prochaines années qu'on ne pourra pas, comme je l'ai dit, fermer l'école comme on l'a fait, mettant beaucoup de pression sur le gouvernement à négocier immédiatement. Ben, la définition légale des services essentiels, c'est tout service qui, si on cessait de les donner, qui mettrait en danger la sécurité et la vie des personnes. Alors, on comprend très bien qu'il puisse y avoir des services essentiels et en santé, par exemple, à l'urgence ou dans les soins critiques, là, les soins, les soins de soins intensifs, les services essentiels sont donnés à 100% parce qu'il n'y a pas de niveau où on pourrait baisser les services. Alors, ça, puis c'est pas nous, c'est pas le gouvernement qui décide ça, c'est le tribunal administratif du travail. Il y a une jurisprudence qui est très claire et pour que ça soit déclaré un service essentiel, la preuve doit être faite qu'on met en danger la vie et la sécurité des personnes parce que le droit de s'associer, de former un syndicat, le droit de négocier et le droit d'utiliser des moyens de pression pour négocier sont aussi des droits qui sont prévus aux chartes et québécoises et canadiennes et même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, on est un peu en équilibre entre les deux droits. Puis je vous dirais, du côté syndical, il n'y a jamais personne qui fait la grève par plaisir. Les gens, des fois, peut-être qu'ils l'oublient, mais les premiers qui souffrent de la grève, ce sont les gens qui la font eux-mêmes, cette grève-là, parce qu'ils n'ont pas de salaire pendant la grève. Donc, je pense qu'il faut surtout avoir des gouvernements soucieux de l'état des services publics. Et puis, les mandats qu'on a eus dans les derniers mois, on aurait très bien pu les avoir il y a 6 mois. Donc, pourquoi on ne les a pas eus? Ben, ça, il faudrait poser la question au gouvernement. Oui, mais peut-être aussi qu'il faut regarder l'autre côté. L'autre côté, c'est en éducation, je reste toujours en éducation, c'est l'école privée. Qui vient de prouver qu'elle est sauve et les enfants qui fréquentent l'école privée ont suivi tout le cursus, sont à jour dans leur éducation, n'est-ce pas? Alors que au public, qui est la fonction publique, qui a la responsabilité de former les générations futures et la majorité, n'est-ce pas? Ben, il y a cette possibilité qu'il y ait des mouvements de grève. Est-ce que on ne risque pas de se retrouver plus que jamais avec une école, on dit même déjà à 3 vitesses, là? Mais en fait, il y a des grèves dans les secteurs privés aussi. Nous représentons des enseignants et du personnel de soutien dans des écoles privées à la CSN et il est arrivé sporadiquement d'avoir des grèves. Je me souviens quand j'ai commencé il y a 15 ans là, à négocier pour des écoles privées. On a eu des écoles privées où l'employeur a mis en lock-out pendant 6 semaines dans 2 cas, là. 6 semaines de lock-out. Donc, et là, c'est l'employeur qui le fait. Donc, le fait d'être au privé n'exclut pas d'avoir des conflits de travail. Ceci étant, cette grève-là, c'était aussi un cri du cœur des enseignantes et des enseignants du secteur public pour dire, ben, quand il y a beaucoup de gens qui vont au secteur privé et que le secteur public a des élèves qui ont plus de difficultés, il faut nous donner les moyens de répondre à ça parce que c'est ce qui arrive. Là. Quand vous parlez de l'école à 3 vitesses, mais la grève qu'on a connue dans les écoles, à mon avis, c'est le résultat direct de l'école à 3 vitesses parce que on vient chercher les meilleurs éléments dans l'école publique et malheureusement, les ressources pour venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin, elles ne sont pas là. Et ça fait en sorte qu'on a vécu des moments très difficiles. Puis oui, la grève a des inconvénients, mais en même temps, être pendant plusieurs années de son cursus scolaire avec des services insuffisant, et ça se vit au jour le jour, ben ça aussi, ça a un effet très cruel
sur les enfants. Et permettez-moi d'insister encore sur l'école. Est-ce que effectivement, avec ce qu'on a comme entente de principe qui deviendra probablement les conditions de travail, est-ce qu'on aura réglé le problème de la classe, l'organisation de la classe dans nos écoles? Ben, à la CSN, on ne représente pas d'enseignantes dans le secteur public. Alors, je vais laisser les camarades de la CSQ et de la FAE voter sur leur entente de principe. Et j'imagine que si le comité de négociation de ces deux syndicats-là a recommandé cette entente-là à leur syndicat, c'est parce qu'ils trouvent qu'il y a au moins en partie, si c'est pas tout à fait, il y a au moins en partie des solutions à cet égard-là, parce qu'effectivement, c'est urgent pour notre système scolaire. Oh, j'aime les paroles que vous avez prononcées, Madame Senneville. On voit qu'il n'y a pas de division dans le monde syndical, n'est-ce pas? Vous lancez de beaux mots pour les deux autres syndicats, pas vrai? Ben, écoutez, si ça prend une syndicaliste pour savoir ce que font d'autres syndicalistes, les gens qui négocient se mettent au service de leurs camarades, au service de leurs pairs pour améliorer leurs conditions de travail, peu importe l'organisation syndicale où ils sont. Et en conclusion, Madame Senneville, encore une fois, toute votre fierté d'avoir participé à ces négociations marathon, à ces négociations historiques, et pour les résultats, ben, on verra l'appréciation des syndiqués, pas vrai, plus tard? Oui, alors le sentiment du devoir accompli et un peu de fatigue. Un peu de fatigue, alors je vous souhaite de prendre du repos pour vous. Et puis, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, Madame Caroline Senneville, qui est présidente de la CSN. Merci beaucoup, Madame Senneville. Merci, ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Merci. Au revoir. Au revoir.